Donc, je vais vous parler de la condamnation d'Action française. C'est quelque chose, un événement important, et dont on discute, dont les historiens discutent aujourd'hui, en particulier, le problème qu'il pose, c'est de savoir si la condamnation qui se pose, c'est de savoir si la condamnation était religieuse ou la condamnation était politique. Alors c'est très curieux, mais on croirait que quand on parle politique, on dit un gros mot. Car la plupart des historiens sont pour la condamnation religieuse, évidemment, parce que, soi-disant, tout ça, c'était religieux. D'apparence, c'est vrai. Mais vous savez que vous avez un autre procès, qui était aussi un autre procès célèbre, qui a été d'apparence religieuse et qui a été politique, c'est celui de Jeanne d'Arc. Car Jeanne d'Arc a été condamnée par des juges ecclésiastiques, par des canonistes. Il y avait une quarantaine de juges, d'ailleurs, des canonistes, des théologiens réputés de l'époque. Et tout ça était présidé par un évêque. Elle a été condamnée en tant qu'hérétique, schismatique, relapse et sorcière. Alors, ça ne pouvait pas, sorcière, ça voulait dire posséder du démon. Ça ne pouvait pas être plus religieux que ça. Or, 25 ans après, elle meurt donc en 1431, brûlée, à Rouen, comme vous le savez, et 25 ans après, un tribunal ecclésiastique, réuni à la demande d'ailleurs de sa mère, de Charles VII, et sous les auspices de Rome, revient sur la question, et en particulier il y a deux arguments qui militent en faveur du procès politique. Premier argument, Jeanne a demandé 2 heures avant de monter sur le bûcher à communier. Cochon a hésité, il a demandé à ses assesseurs, il a accepté. Alors c'est quand même assez curieux pour une hérétique, une relapse, etc., etc. Et d'autre part, le petit-neveu de Pierre Cochon, qui était en Angleterre, qui est secrétaire du roi, je crois, a écrit que si Jeanne avait été parmi les adversaires du roi de France, bien sûr, elle n'aurait pas été inculpée en matière de foi. Alors ça, c'est assez bizarre. Pourquoi est-ce que un changement du côté contre le roi de France, hein, elle n'aurait pas été inculpée en matière de foi? Ah bon. Donc ce tribunal, le deuxième tribunal de 1455, on a conclu qu'évidemment cette affaire est une affaire politique. Eh bien, il en va de même pour la question de la condamnation de l'Action française, et c'est ce que je voudrais vous démontrer. Alors, premièrement, voyons l'origine de l'affaire. À l'origine de la condamnation de l'AF, c'est une affaire politique belgo-belge, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors, il faut vous dire qu'avant 1914, l'Action française avait très peu pénétré en Belgique, contrairement à ce que les gens pourraient penser, la Belgique étant un royaume, hein, tout. Eh bien, pas du tout, parce que, d'une part, l'Action française est très anti-allemande, comme vous le savez, et que la Belgique avait un statut de neutralité. Ce statut l'avait protégée en 1870, et elle s'était à nouveau réfugiée dans ce statut avant 1914, et donc l'Action française était très mal vue à cause de ses options anti-allemandes. D'autre part, les catholiques belges étaient surtout des démocrates chrétiens, influencés par Marc Sandier, et ils reprochaient aux catholiques français de n'avoir pas accepté la doctrine du ralliement, et par conséquent, disait-il, c'est à cause de ça que les catholiques français n'ont jamais été au gouvernement, alors que les catholiques belges étaient au gouvernement depuis, gouvernement monocolore, depuis 40 ans. 1914 arrive, et le talisman de la neutralité s'écroule, évidemment. Alors, une partie du gouvernement belge se retire en France, comme vous le savez, en particulier à Sainte-Adresse, ainsi qu'une partie de la presse. Et parmi cette presse, vous aviez un journal qui s'appelait Le XXe siècle, dirigé par Fernand Noré, qui avait été très hostile à l'Action française avant, et qui, en 1914, devient pratiquement, je ne dis pas une annexe, mais presque une succursale de l'AF. Toutes les semaines, Jacques Bainville y écrivait, et très souvent, il reprenait les articles de Maurras. Alors, disons que cette tournure d'événements, en plus,
le gouvernement belge, qui était un gouvernement monocolore, devient un gouvernement d'union nationale, avec des chrétiens démocrates bien sûr, avec des socialistes et des libéraux, les libéraux étant les francs-maçons, etc., etc. Bon. La guerre finie, la plupart des parlementaires belges veulent recommencer évidemment les délices des jeux parlementaires tels qu'ils avaient connu les choses avant-guerre. Mais la jeunesse qui avait été marquée par les idées d'AF pendant la guerre du 14, d'une part, et un certain nombre de journalistes, de types qui pensent un peu la politique, voudraient au contraire renforcer le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif. Et donc les idées de Maurras pénètrent plus encore après la guerre dans une partie de la jeunesse et dans certains milieux intellectuels. Mais voilà qu'en 1925, vous avez une crise ministérielle, car les élections de 1925 amènent, comme en France, les élections ont eu lieu en 1924 en France, amènent un renforcement du Parti socialiste belge, un tassement des démocrates chrétiens, les chrétiens sociaux, et un effondrement des libéraux. Or, les libéraux étaient partisans d'une alliance solide avec la France. Et vous avez une crise ministérielle de 73 jours. Vous me direz que maintenant on est habitué aux crises ministérielles, et que finalement les pays ne s'en portent pas plus mal, loin de là. Mais à l'époque, ça fait quand même un peu tilt, ça pose problème. Bref, au bout de 73 jours, se forme un gouvernement Poulet-Van der Bellen. Poulet, le représentant de l'aile gauche du Parti démocrate chrétien, et Van der Bellen, c'est le représentant du Parti socialiste. Mais à ce moment-là, a lieu une petite enquête dans les cahiers de la CJB, Action catholique de la jeunesse belge, sur la question posée est la suivante: parmi les écrivains de ces 25 dernières années, quels sont ceux que vous considérez comme vos maîtres en littérature, bien sûr, pas en politique, en littérature. Le résultat arrive, vous avez 174 voix pour Maurras, 123 pour Bourget et 91 pour Barès. Et 2 voix pour le cardinal Primard de Belgique. Ben, c'est peut-être pas un très grand écrivain, direz-vous. C'est le cardinal Mercier, qui a eu un grand courage pendant la guerre, mais ça ne veut pas dire pour autant que pour ça il savait tenir à plus. Bref, les Maurassiens exultent, et au contraire, les démocrates chrétiens belges fulminent. Alors là-dessus, vous avez un écrivain journaliste qui s'appelle Passelec, qui rédige 3 articles fondamentaux, je vais vous dire pourquoi fondamentaux, dans la Libre Belgique, 3 articles intitulés « Pour bien connaître le système de M. Charles Maurras ». Bon. Mais pendant ce temps-là, vous avez les conservateurs belges qui ont été mis de côté pour pouvoir former le gouvernement d'union, enfin le gouvernement démocrate chrétien et socialiste, qui enragent évidemment, ils voudraient revenir au pouvoir. Et comment revenir au pouvoir sans avoir les voix du Parti libéral? Or, le Parti libéral, c'est le parti des francs-maçons, des juifs, des protestants, alors je ne dis pas des métèques, mais presque, bon, bref, vous savez, c'est les 4 États confédérés de Maurras, dont les jeunes ont adopté les idées, et évidemment, adoptant les idées, les répandant, ça heurte le Parti libéral. Et donc, impossible de former un gouvernement d'union des chrétiens démocrates, si ces jeunes trublions ne sont pas mis à la raison. Et si, pour former le futur gouvernement chrétien, vous n'avez pas l'apport des 23 voix libérales. Alors, c'est pour ça que paraît en février 1926 un livre qui s'appelle Charles Maurras, maître de la jeunesse catholique, point d'interrogation,
Réponse de l'opinion politique belge. Alors c'est une véritable machine de guerre contre l'action française, mais contre l'action française sur le plan politique. Car sur les 58 articles, vous en avez 14 qui sont faits par les jésuites. Par les jésuites. Pourquoi? Parce que les jésuites enragent de voir la jeunesse catholique aller plutôt chez les maurassiens que chez eux. Alors, dans cet ouvrage, qui est très intéressant, vous avez un premier article qui est écrit par qui? Pas par un théologien, par Poulet, par Prosper Poulet, qui est le Premier ministre de la Belgique. Puis vous avez un autre article important, qui est signé par Paul Stoffen, qui est chef des catholiques de gauche. Puis vous avez un autre qui est signé par Henri Carton de Viard, qui est chef des conservateurs, et qui loue d'ailleurs Maurras, tout en adjurant les jeunes de ne pas se contenter de lire. Et vous avez aussi un article d'un dénommé Charles de Penthièvre, ancien député, et qui écrit qu'on a tort de chercher en France une aspiration politique, alors que notre pensée politique belge est beaucoup plus développée qu'ailleurs. Je lui laisse la responsabilité de cette affirmation, inutile de vous le dire. Ainsi, si on dénonce l'agnostique Maurras, malgré tout, les motivations belges étaient purement politiques. Il fallait refaire l'unité du parti démocrate chrétien sur les dos de quelqu'un. Et sur quel dos? Sur celui de Maurras, tout simplement. Alors maintenant, voyons ce qui se passe en France. Alors pendant ce temps, il faut vous dire que la brochure de Passelec, on avait réuni les 3 articles de la Libre Belgique en petite brochure, la brochure de Passelec inonde la France. Les abbés démocrates chrétiens du Nord, l'abbé Tiberghien en particulier, et puis aussi l'abbé Trochu dans l'Ouest, ainsi que les abbés séparatistes d'Alsace, ont inondé véritablement la brochure en France. Et en particulier, vous avez Tiberghien qui a envoyé gratuitement la brochure à tous les maîtres d'enseignement libre. Tant et si bien, évidemment, que la brochure parvient à Rome. Rome, le pape s'intéressait déjà à la question depuis 1930 à 1925, et on fait analyser la brochure par des services soi-disant compétents, et vous avez donc une espèce d'instruction à charge contre l'action française qui se déroule au mois de mai et juin 1926. Cette instruction confirme les affirmations de Passelec. Or, le pape cherche à condamner l'action française à tout prix. Alors il demande au cardinal Charost, archevêque de Lille, archevêque de Rennes, pardon, de bien vouloir rédiger une lettre. Le cardinal Charost commence par donner son accord, puis il sent que l'affaire c'est pas très clair. Bref, il se récuse en disant, écoutez, moi je ne peux pas le faire parce que je m'en vais au congrès eucharistique de Chicago, j'ai pas le temps. Alors là-dessus, le pape demande à l'internonce, qui est Monseigneur Valerio Valéry, d'aller trouver, de téléphoner, et ensuite d'aller trouver le cardinal Andrieux, archevêque de Bordeaux. C'est ce que fait Monseigneur Valerio Valéry. Internonce, c'est-à-dire que le nonce précédent, le nonce Serretti, était rappelé à Rome puisqu'il avait été nommé cardinal à la fin de 1925, et son successeur Mabillon n'avait pas encore été nommé. Bon. Alors, il téléphone à Bordeaux, et il va voir le cardinal Andrieux le 19 juin à Bordeaux. Après le déjeuner, il se retire dans le bureau du cardinal et il présente la demande du pape. Est-ce que vous pourriez écrire une lettre contre l'action française? Alors, le cardinal lui dit, moi je pourrais bien, si c'est un ordre du pape, moi je suis obéissant, mais je ne connais rien.
Alors, à ce moment-là, enfin, je résume très rapidement, bien sûr, la conversation. Monsieur Valero lui dit, écoutez, j'ai un excellent petit livre là, je vais vous le remettre, c'est le livre de notre ami Passelec, et vous pourrez vous en inspirer. Alors, je vous demande de faire ça très rapidement, de n'en parler à personne, et surtout, avant publication, de l'envoyer à Rome. C'est ce que fait le cardinal Andrieux. Le 15 juillet, il envoie son petit poulet à Rome, et le 23 juillet, la lettre en question, l'article en question lui revient sans une rature, avec une bénédiction très spéciale du pape. Alors, que fait le cardinal Andrieux? Le 25 août, fête de Saint-Louis, il publie son petit pensum dans l'Aquitaine. Et que dit cet article? Le cardinal Andrieux est censé répondre à des jeunes qui lui ont posé une question sur l'Action française. Exactement d'ailleurs comme Passelec l'avait fait. Alors, il dit que si l'Action française ne s'était occupée que de religion, que de politique, pardon, on n'aurait rien à dire. Mais malheureusement, elle s'est occupée de religion aussi. Et qu'est-ce que prétend l'Action française? Eh bien, elle dit que le Christ, que Jésus n'est pas Dieu, que le Christ n'est pas Dieu. Elle nie tous les dogmes, et en particulier le dogme de l'incarnation. Elle nie évidemment toute morale, puisque n'ayant pas de religion, elle n'a pas de morale. Que Maurras divise l'humanité en deux, d'ailleurs, les imbéciles dégénérés d'un côté et les intellectuels de l'autre. Et qu'il veut même rétablir l'esclavage. Bref, c'est un tissu d'absurdité, mais le problème, c'est que ça a été approuvé par le pape. Et effectivement, le 6 septembre 1926, le pape va l'approuver publiquement, la lettre du cardinal Andrieux. Puis, il ne va pas se passer grand-chose pendant 2 mois et demi, 3 mois. Le pape attend. Pourquoi? Parce que le pape a en mémoire ce qui s'est passé en 1906. En 1906, au moment de la constitution des cultuels, vous savez très bien que le clergé français était en faveur de la constitution des cultuels. Et que c'est Pie X qui leur a interdit de constituer les cultuels. En sorte que le 11 décembre 1926, un an après le vote de la loi de séparation des églises et de l'État, les biens d'église ont tous été déclarés res nullius, chose de personne, donc ça tombe dans l'escarcelle de l'État. Donc le pape Pion se dit, oh, pas de problème, les catholiques français qui ont si bien obéi à Pie X m'obéiront aussi. Et il les a trompés, en particulier, lorsque paraît la fameuse lettre non possibus, nous ne pouvons pas. Alors à ce moment-là, le pape se décide à agir, il condamne, on a retrouvé entre-temps la condamnation entre guillemets qu'avait arrêté Pie X à propos des 5 livres de Maurras, il y rajoute simplement le journal de l'Action française, mais c'est capital, vous comprenez? Et tout de suite après, commence à pleuvoir sur les malheureux condamnés, sur les malheureux personnes d'Action française, les sanctions ecclésiastiques les plus dures. C'est-à-dire qu'il suffisait simplement de lire le journal, même pas être adhérent, même pas être cadre du mouvement, il suffisait de lire le journal pour être interdit de recevoir le sacrement de pénitence, de la communion, bien sûr, sacrement de pénitence, etc., sauf si vous engagez à ne plus lire le journal le condamné, c'est évident. Interdiction d'être enterré à l'église, interdiction des mariages à l'église, ce qu'on appelle les mariages in negris, uniquement en sacristie. Et puis, en 28, les condamnations s'approfondissent, si j'ose dire, enfin, se durcissent.
les prêtres qui étaient accusés d'avoir donné l'absolution à quelqu'un d'Action française en connaissance de cause. Si vous étiez à Paris, par exemple, et si vous vouliez recevoir l'absolution, vous étiez ici dans le 13e et vous alliez dans le 20e. Hein. Bon, évidemment, le prêtre ne pouvait pas savoir que vous étiez d'Action française, donc il vous donnait l'absolution. Mais si le prêtre savait pertinemment que vous étiez d'Action française, et si vous absolvez malgré tout, il commettait une faute telle que seul Rome pouvait le relever de son péché. C'est absolument hallucinant. Et les lecteurs de l'Action française agricole sont condamnés exactement comme les lecteurs de l'Action française journal politique ordinaire. Alors, conclusion provisoire, la condamnation apparaît donc comme purement religieuse. Mais voilà qui se produit un fait extraordinaire. C'est que le 15 juillet 1939, la condamnation est levée. Alors, vous savez que Pie XI meurt le 10 février 1939, et même pas 6 mois après, son successeur, Pie XII, lève la condamnation. Alors vous me direz que une condamnation peut toujours être levée par l'Église. Jeanne d'Arc, par exemple, a failli ne pas être brûlée, puisque le 27 mai 1431, Jeanne d'Arc est transportée dans les jardins du cloître de Saint-Ouen. Elle est mise en face des outils de torture, enfin même du bûcher et tout. Il y a toute une mise en scène, il y a tous les gens qui sont là et tout. Et on lui demande plusieurs fois si elle se soumet à l'Église, c'est-à-dire à Cochon et à ses juges. Et à la dernière minute, vous savez que Jeanne va signer sa rétractation. Et à ce moment-là, les Anglais sont furieux parce qu'ils voient Jeanne leur échapper, parce que les Anglais lui voulaient que Jeanne meure, ils voulaient que la sorcière meure. Parce que Jeanne était accusée d'être sorcière, parce qu'elle les avait battus à Orléans et à la bataille de Patay. En plus, elle avait été faire sacrer le roi à Reims. Donc il est possible, tout à fait possible, pour l'Église de remettre une peine à partir du moment où il y a l'aveu. Et d'ailleurs le cardinal Beaufort, qui était primat d'Angleterre et oncle du roi d'Angleterre, Henri VI, avait dit à partir du moment où elle reconnaît, où elle signe, elle avait fait une petite croix, à ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. Mais dans le cas de l'Action française, c'est absolument extraordinaire. Car, normalement, après les accusations qui avaient été faites, accusations accablantes, car quand vous croyez ni à la divinité du Christ, ni au dogme, ni à quoi que ce soit, vous n'avez aucune morale, a priori, vous comprenez, on ne peut pas vous réintroduire dans l'Église comme ça, il faut au moins que publiquement, vous acceptiez la divinité du Christ, les dogmes, etc., etc. Or là, qu'est-ce qui se passe? Les gens d'Action française ont bien signé une petite lettre, les dirigeants, simplement les membres du comité directeur. Et que dit cette lettre? Eh bien, qu'ils regrettent sincèrement ce qui était irrespectueux, injurieux et même injuste envers le Saint-Siège et la hiérarchie ecclésiastique dans leurs articles. Parce qu'effectivement, l'Action française appelait le pape un sépulcre blanchi, et je veux vous dire que dans les lettres des lecteurs, c'était pas toujours très tendre pour la hiérarchie ecclésiastique. Bon. Et puis j'ajoute qu'en ce qui concerne la doctrine, ils rejettent tout ce qu'ils ont pu écrire d'erroné ou ils acceptent ce que l'Église enseigne. Et ils s'engagent à écrire que ce qui est conforme à l'enseignement de l'Église. Enfin, tout ça, c'est du vague à l'âme. C'est c'est extraordinaire, car normalement, on aurait dû repartir de l'acte d'accusation émise par le cardinal Andrieux. Alors là, on n'en parle pas du tout, du tout. Et on reconnaissait donc, et ce qui est important, c'est que le Vatican reconnaissait donc ipso facto que la mise à l'index du journal le 29 décembre 1926 avait été sans fondement
et que les raisons invoquées par Pie XI étaient fausses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que peu de jours après la levée de la condamnation, notre ambassadeur Charles Roux, ambassadeur auprès de Rome Saint-Siège, bien sûr auprès du Vatican, rencontre Monseigneur Mabillon. Elle lui dit, voilà, je viens de lire un article du régime, Il Regime Fascista, qui était le journal officiel du régime fasciste en Italie, et ce journal pose la question de la pérennité de la doctrine du ralliement après la levée de la condamnation. Et il demande que le Saint-Siège ne laisse aucun doute sur la pérennité de ce ralliement décrété par, comme vous le savez, par Léon XIII. Alors le cardinal Maguillon lui dit, bah, puisque c'est ça, il n'y a pas de problème, nous allons clarifier la question. Et Monseigneur Montigny, qui était substitut à la secrétaire d'État, rédige un article qui est revu par Maguillon et qui est revu par le pape Pie XII, dans lequel il est bien précisé que la levée de la condamnation ne relève pas du tout, n'enlève pas du tout, n'enlève rien au dogme du ralliement. Alors c'est quand même très curieux pour une affaire purement religieuse. C'est purement religieux, mais finalement on ne parle que de politique là-dedans, même au moment de la levée de la condamnation. Et il y a d'autres éléments qui peuvent nous inciter à considérer que cette condamnation a été effectivement essentiellement politique. Et pour ma part, j'en vois deux raisons essentielles. La première, c'est de conforter le dogme du ralliement, et la seconde, c'est de conforter la politique de Briand. Alors, prenons ces deux questions l'une après l'autre, traitons-les très rapidement. D'abord, en ce qui concerne le ralliement lui-même. Le ralliement lui-même, vous savez, a été décidé par Léon XIII. Malheureusement, le pape Pie X n'a pas osé revenir là-dessus. C'est le ralliement, évidemment, le ralliement de l'Église à la République. Et pourquoi est-ce que ça pose problème en France? C'est parce que la République, la Troisième République, à partir du moment où elle devient vraiment républicaine, c'est-à-dire à partir de 1879, c'est une république maçonnique, anticatholique, naturaliste, et tout ça. C'est ça qui pose problème. Vous n'avez jamais vu le pape demander aux catholiques américains de se rallier à la République américaine. Parce que ça ne pose pas de problème pour les catholiques américains. Pas plus que ça ne pose problème pour les catholiques suisses. Mais par contre, ça posait un problème pour les catholiques français. Et le pape Pie X n'étant pas revenu là-dessus, pas plus que son successeur Benoît XV, le pape Pie XI décide, lui au contraire, d'appuyer et d'obliger les catholiques français à se rallier à ce nouveau dogme. Et il le dit d'ailleurs dans une audience privée à un père blanc qui s'appelle le père Burtin. Le père Burtin, il a convoqué le père Burtin qui était représentant de son ordre à Rome, qui était procureur des pères blancs à Rome. Et à la fin de la conversation, le père Burtin raconte qu'il se levait et s'agenouillait pour baiser l'anneau du pécheur, lorsque Pie XI a commencé par lui parler, et pendant un quart d'heure, il lui a parlé à propos de la vigerie et de Léon XIII, et il lui a dit « On a eu tort de ne pas les écouter, il faut en revenir là ». Et pourquoi s'adressait-il au père Burtin? C'est parce que le père Burtin était déjà en place en 1891. C'est lui qui avait servi d'interface entre Pie XI et entre Léon XIII et le cardinal des Vigeries pour avant le fameux toast d'Alger. Donc, il savait parfaitement à qui il avait affaire.
D'autre part, à la fin de l'année, il reçoit, le même Pionze reçoit Monseigneur Rousseau, qui était évêque du Puy. Or, Monseigneur Rousseau était un évêque favorable à l'action française. Et Monseigneur Rousseau a raconté après au père Le Floch ce qui s'était passé. Il lui accorde deux audiences, et à la fin de la deuxième audience, il lui dit « Les catholiques ont eu tort de bouder la République, car la République, finalement, n'est pas pire que le gallicanisme. » Ce qui est absolument absurde, à mon avis. Bon. Et donc, ce n'est pas du tout les institutions qu'il faut changer, mais ce sont les hommes. Donc on ne peut pas trouver de doctrine de position plus opposée à celle de Maurras. Maurras disait, ce n'est pas les hommes qu'on peut changer, ce sont les institutions. Le pape dit, il ne faut pas changer l'institution, il faut changer les hommes. Hein, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui encore. Enfin, le 28 mai 1928, notre nouvel ambassadeur est reçu par le cardinal Gasparri, qui était secrétaire d'État, donc Premier ministre du pape. Et Gasparri lui dit à un moment donné, si les catholiques français avaient mieux compris la pensée de ce pape, qui d'ailleurs se continue aujourd'hui, on n'aurait pas tous les ennuis qu'on a actuellement. En gros, c'est ça. Qui d'ailleurs se continue aujourd'hui. Ça ne pouvait pas être plus. Alors, deuxième motif, à mon avis, c'est la réconciliation franco-allemande. Le pape a assisté à la guerre de 14. Et il a vu que l'Europe ne pouvait pas se permettre, et là-dessus on ne peut pas lui donner tort, ne pouvait pas se permettre d'avoir une deuxième guerre inter-européenne. Car la deuxième guerre inter-européenne serait évidemment la ruine de la civilisation européenne. Il n'avait pas tort, c'est ce qui s'est passé entre 1939 et 1944, on en voit les résultats encore aujourd'hui. Déjà la guerre de 14 avait été une absurdité totale, à mon avis, hein, mais la guerre de 40 a été encore plus absurde. Mais l'analyse de Pionze, qui était bonne et vraie dans son ensemble, a été mauvaise dans ses applications parce qu'il pensait que l'Allemagne était amie de la paix et que c'était la France qui était plutôt favorable à la guerre, et en particulier les nationalistes français, donc les gens qui suivaient Maurras. Alors, il faut vous dire que après le retour de Briand aux affaires au gouvernement, Briand prend les affaires étrangères en 1925, et Dulce, qui était à ce moment-là notre ambassadeur auprès du Vatican, lui écrit qu'il y a une concordance absolue entre votre politique, c'est-à-dire la politique de Briand, et celle du Saint-Siège. C'est si vrai que le 2 janvier 1926, Serretti, vous savez que le nonce est toujours doyen du corps diplomatique, et c'est toujours lui qui prononce le discours au début de janvier, qui présente les vœux au président de la République. Et le 2 janvier, Serretti, alors le discours est en général d'une banalité affligeante, hein, c'est toujours la même chose, c'est toujours les trucs très généraux, les choses générales et tout ça. Or là, Serretti loue Locarno, le traité de Locarno a lieu à la fin de 1925, et compare l'œuvre de Briand au Cantique des anges dans la nuit de Noël. Jugez du peu. Puis, le 24 octobre 1926, je vous donne quelques exemples simplement, les Clercontois écrit, mais il y a un journaliste de Clercontois qui met en garde contre l'Allemagne, et à la secrétaire d'État, où on a envoyé l'article en question, on ajoute « quotidien officiellement catholique ». Officiellement. Donc, dès que vous critiquez l'Allemagne, déjà, vous n'êtes plus un bon catholique. C'est ça que ça veut dire. Et puis, en janvier 1927, Maglione, le gros nonce, fait aussi l'apologie de Briand, de Locarno et de la SDN. Enfin,
le 30 septembre 1926, peu de temps avant sa mort, Noulcé écrit à Briand: « Votre politique inspire la confiance au pape. C'est grâce à cela qu'il a pu se lancer dans sa lutte contre la haine. » En 1932, Pie XI, recevant Monseigneur de Gobet, qui était archevêque d'Avignon, lui dit, dans le courant de la conversation, « La guerre, ben, c'est une totale impossibilité, c'est une impossibilité, une complète impossibilité. » Enfin, le 10 juin 1933, recevant Charles-Roux, Pie XI dit que tous les pays désarment et que seule la France reste réfractaire à cette politique. Donc vous voyez bien, voilà les deux axes de la politique de Pie XI en 1926. Mais Pie XI va être amené, évidemment, à changer d'opinion. Et c'est l'assassinat de Dollfuss qui va le faire changer d'opinion. Vous savez que Dollfuss, chancelier autrichien, est assassiné le 25 juillet 1934 par les nazis. Et voilà que les écailles tombent des yeux du cher Pie XI. Et à tel point qu'en 1936, au moment de la Rhénanie, au moment de l'invasion de la Rhénanie, Pie XI apostrophe Charlot, qui avait été reçu en audience, et lui dit que si on avait fait venir, si on avait envoyé 200 000 hommes à la frontière, on aurait rendu un grand service à l'humanité. Charlot est très étonné, et le pape lui dit oui, 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 ça vous étonne du pape, mais c'est pourtant ce que je pense, moi, profondément. Puis, il essaye de réarmer moralement la France en envoyant le cardinal Pacelli, qui était son secrétaire d'État à l'époque, à Paris, non, à Lourdes, pardon, pour la clôture de l'année sainte, et enfin à Paris en 1937, où il va faire un discours formidable à Notre-Dame, dont le titre, c'est « Vocation de la France », c'est un véritable panégyrique en faveur de la France. Puis vous avez aussi l'abandon du dogme des ralliements, en Espagne d'abord, puisqu'il se rallie, le pape nomme un représentant auprès des nationalistes, c'était les rebelles. Or, ça va à l'encontre de la doctrine du ralliement. Puis en 1937, vous avez les deux fameuses encycliques, Mitbreddender Sorge, qui condamne le nazisme, et Divini Redemptoris, qui condamne le communisme. Or, s'il avait été fidèle à la doctrine du ralliement, jamais Pie XI aurait dû faire ça. Jamais. Et parallèlement, vous avez d'ailleurs les premières tentatives de réconciliation avec l'AF. Vous avez la visite en 1935, en janvier 1935, Pierre Laval rend visite, qui est ministre des Affaires étrangères à l'époque, il rend visite au pape, et il en profite pour plaider pour l'AF. Puis Henri Massis, en mai 1935, est reçu à Rome par le cardinal Pacelli, et il plaide lui aussi pour l'AF en disant que c'est grâce à Maurras, à Barès et à Bergson qu'on a jeté des ponts entre l'intelligence et la foi. En février 1936, le cardinal Verdier relève l'interdit du chanoine Richard, accusé d'avoir donné l'absoute à Bainville lors de son enterrement, sur le corps de Bainville lors de son enterrement. Et enfin, vous avez la visite de Boisfleury à Rome en 1937. Boisfleury espère voir le pape, ce qui n'est pas possible, mais par contre, il rencontre à 3 reprises le cardinal Pacelli, et surtout lors de la dernière rencontre, il fait comprendre à Pacelli là où est le problème de fond. Pacelli, qui était, au moment de la condamnation de l'Action française, comme vous savez, nonce à Berlin, il a assez mal suivi l'affaire, et il dit à un moment donné à Boisfleury qui est membre du comité directeur, il dit, mais enfin, vous qui êtes pour l'autorité, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas l'autorité du pape? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas comme le pape, vous ne reconnaissez pas vos fautes et vous ne demandez pas pardon? Et Boisfleury lui répond, je dois vous redire, Éminence, que cela nous ne pouvons pas, non pas par obstination de notre propre sens,
mais ce serait mentir que d'accepter en le reconnaissant comme vrai les accusations du cardinal Andrieux, qui reste encore la seule base doctrinale des atroces rigueurs qui nous sont appliquées. Bref, le cardinal et Boisfleury se séparent. Apparemment, c'est un échec. Mais le cardinal Pacelli a compris là où était le problème, et c'est ce qui explique d'ailleurs que très peu de temps après son élection au suprême pontificat en 1939, il va lever la condamnation. Mais pourtant, cette condamnation va avoir eu des conséquences terribles. D'abord pour la F elle-même, parce que n'oubliez pas que la F sort de la guerre de 14. Elle en sort avec une très grande aura, en particulier parce que Daudet a été un peu le procureur, un procureur de la République auprès de Clémenceau. Il a fait condamner un certain nombre de gens. Mais la F a perdu beaucoup de jeunes. Sur 15 commissaires à Paris, vous en avez 13 qui sont morts au champ d'honneur. Et vous avez énormément de jeunes qui ont disparu dans la tourmente de la guerre. La F est donc un mouvement, contrairement à ce que pense le pape Pie XI, c'est un mouvement affaibli, très affaibli. Et la condamnation va l'affaiblir à nouveau. Car à partir du moment où les catholiques vont être condamnés, les jeunes, en particulier les jeunes catholiques, ne rentreront plus à la F. C'est si vrai qu'au moment du... Vous savez que tous les 10 mai, vous avez le grand défilé de Jeanne d'Arc. Eh bien, vous avez des professeurs de Sainte-Croix de Neuilly ou des professeurs de Stanislas à Paris qui se mettent en civil, qui vont parmi les gens qui regardent, parmi les spectateurs et qui repèrent les jeunes qui défilent, les jeunes cathos qui défilent dans les rangs de la F. Et le lendemain, hop, les types sont virés illico presto. Même s'ils sont à 2 mois, si c'était 2 mois du bac, ou autre, première ou deuxième partie, ils sont virés. Alors ça fait réfléchir quand même les jeunes. Donc vous avez pratiquement, vous n'avez plus de jeunes qui s'engagent à la F. Et c'est ce qui vous explique d'ailleurs la naissance des tas de petits mouvements à partir de 1930, des mouvements en particulier comme les Croix de Feu, qui sont les plus nombreux, mais les petits mouvements fascistes aussi, ou fascisants et tout. Donc la sève de la F se tarit complètement. Et puis, parallèlement, vous avez les sections aussi, les sections d'AF. Moi, je me rappelle avoir lu, j'en parle d'ailleurs dans ce livre, le préfet du Nord dit que la plupart des sections d'AF sont maintenant en sommeil, qu'elles n'existent plus que sur le papier. Vous avez la chute de la vente du journal aussi. Je vais vous citer quelques chiffres. Avant 26, avant la condamnation, vous aviez 600 numéros de l'AF qui étaient vendus à l'université de Louvain, parmi les étudiants. Après les premières difficultés, ça tombe à 60. Après les excommunications, ça tombe à 8. À Paris, le journal qui se vendait à 60 000 exemplaires en kiosque ne se vend plus qu'à 31 000 exemplaires. Donc c'est vous dire la chute monumentale. Conséquence aussi pour l'Église, car l'Église, jusqu'ici, vous aviez une bonne partie des évêques qui étaient des évêques plutôt favorables à l'AF, sans être d'AF évidemment pour en parler, mais plutôt favorables à l'AF. Or, ces évêques vont être liquidés au fur et à mesure par Pie XI, qui va nommer des gens à gauche, au centre-gauche. Et eux-mêmes vont se faire un plaisir, évidemment, d'épurer toute la hiérarchie catholique de leur diocèse. Directeur, enfin supérieur de séminaire, professeurs de séminaire, archiprêtres qui ont un peu, tout ça, tous ces gens vont être envoyés dans de lointaines campagnes, vous comprenez, puis c'est tout. Et vous allez avoir la doctrine, par exemple, vous allez avoir l'immanentisme de Blondel,
qui va envahir, au contraire, parce que il faut bien vous dire que les pénalités qui frappent la F frappent aussi indirectement le thomisme. Donc le thomisme étant plus ou moins condamné, c'est l'immanentisme de Blondel qui prend sa revanche, et même le modernisme. Comme dit l'abbé de Nantes, à la mort de Pie XI, l'Église avait changé d'âme, mais personne ne s'en était aperçu. Mais par contre, on va s'en apercevoir 25 ans ou 26 ans plus tard, au moment du Concile Vatican II. Car le Concile Vatican II, enfin, l'orientation qu'il a prise, n'aurait pas été possible sans évidemment sans la mise au pas de l'épiscopat et des grands ordres ecclésiastiques par Pie XI. C'est si vrai que vous avez un cardinal, un évêque qui a été nommé parce qu'il était anti-Action française, c'est Monseigneur Liénard. Et l'année suivante, il reçoit le chapeau de cardinal. Et il a été nommé pourquoi? Moi, j'ai vu sa fiche du ministère de l'Intérieur avant sa nomination. Il dit: ah oui, l'abbé Liénard est quelqu'un de très bien. Vous savez, les vendeurs de l'Action française ne restent pas longtemps devant son église, parce que là, il les chasse immédiatement. Or, le cardinal Liénard, vous le retrouvez au moment du concile. C'est lui qui, avec le cardinal Fritz, fait dévier le concile dès le départ. C'est lui qui se lève et qui dit: oh oui, mais attendez, là, tous ces schémas qui ont été préparés, ils n'ont pas été discutés par nous. Allez, à la poubelle. Et c'est à partir de ce moment-là que le concile prend la tournure que nous lui connaissons. Exactement comme au moment de la Révolution française. La Révolution française débute quand? Eh bien, quand on commence par discuter de savoir est-ce qu'on vote par ordre ou est-ce qu'on vote par tête. Ça, c'est capital. Et à partir de ce moment-là, la Révolution française est en marche. Eh bien là, pour le Concile, c'est exactement pareil. Enfin, conséquence sur le plan international. La politique de Pie XI va désarmer la France. C'est-à-dire que la politique de Briand, une politique pacifiste, va envahir tous les milieux catholiques, qui jusqu'alors, à 95%, les catholiques étaient nationalistes. Or, le nationalisme français va être condamné, totalement discrédité par le pape. C'est pour ça que je dis, moi, qu'avant de perdre les batailles, enfin, de perdre les guerres sur les champs de bataille, la France l'a perdu dans les confessionnaux, à mon avis. Bref, le pape a désarmé moralement la France, et quand en 1935 il a voulu pratiquer une politique inverse, c'était trop tard. En conclusion, que pouvons-nous dire? Eh bien, je reprendrai le mot, ou plus exactement, la petite phrase écrite par Jacques d'Urinel, petit-neveu de l'évêque Cochon, au moment de la réhabilitation de Jeanne d'Arc, en 1455. Je dirais que si Maurras et ses amis avaient été du côté de la République et du côté des Allemands, jamais ils n'auraient été condamnés en matière de foi. Je pense et j'espère vous avoir démontré que toute cette affaire avait donc été une affaire politique. Voilà. Merci. Alors maintenant, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre dans la mesure d'un... Est-ce que certaines personnes ont des questions? Il y a des questions, pardon. Oui, des questions, oui. J'espère qu'il y aura des questions. Comment, par rapport à Maurras, qui était complètement athée? Non, il n'était pas athée, il était agnostique, ce qui n'est pas pareil. Athée, c'est celui qui nie Dieu. Agnostique, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, mais qui le cherche, qui voudrait bien le connaître. Mais il n'arrive pas à admettre les... Moi, je connais autour de moi des gens qui sont agnostiques,
et non pas athée. Mais c'est un... Bon, oui, non, mais je sais qu'à la fin... Je vous engueule pas pour ça. Non. Je sais qu'à la fin, il a tout à fait, à la fin, il a rencontré la... Voilà. Mais ses écrits, moi quand je lis ses écrits, je lis avec une froideur. C'est extrêmement difficile. Enfin, moi, j'ai essayé de lire Maurras. C'est tellement avec telle froideur, telle précision, vraiment... c'est vraiment d'intellectuel pur. C'est extrêmement difficile à lire et c'est assez éprouvant. Mais comment Maurras, toute cette question de foi, lui, ne l'ayant pas 95% de sa vie, Maurras a toujours dit que ses idées personnelles n'avaient aucune conséquence sur ses idées politiques. Et Pie XI a dit exactement le contraire. Parce que, attention, c'est pas Pie XI seulement. Pie X a reconnu que Maurras avait raison. Benoît XV a refusé de condamner Maurras, en disant, écoutez, moi si je condamne Maurras, je vais être obligé de condamner de l'autre côté. On ne veut pas condamner. Et Pie XI a dit, ah ben non, pas du tout, au contraire, contrairement à Pie X, je dis que ses idées politiques sont influencées par ses idées personnelles. Alors, Maurras, et en 1939, on a accepté l'inverse. Alors il faut quand même... il faudrait quand même que l'Église se mette un peu au clair là-dessus, non? D'ailleurs, c'est quand même assez drôle, c'est que c'était pas le seul chef de parti qui était athée ou agnostique ou tout ce que vous voulez. Tous les chefs de parti, pratiquement, étaient athées ou agnostiques. Le Parti communiste, vous allez m'avouer qu'il n'allait pas tous les dimanches à la messe. Le Parti socialiste, idem. Le Parti des Républicains, prétendu modéré et tout, mais en réalité, il était en général parfaitement acatholique, etc., etc. Or, le pape ne s'en est pris qu'aux gens d'Action française. C'est très bizarre. Quelque chose qui ne va pas. Et la levée de la condamnation elle-même, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la première fois que vous voyez enfin, c'est pas la première fois, parce que Jeanne d'Arc, avec Jeanne d'Arc, il y a eu un deuxième procès pour Jeanne d'Arc, qui a duré 5 ans quand même. Hein, bon. Or là, le procès la levée de la condamnation, ça a été du rapide vite fait. Hein. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui. Est-ce que Léon de Grelle n'a pas joué un rôle dans le vote à l'université de Louvain sur les maîtres préférés? Daudet? Ah non, Daudet a eu pas mal de voix. De Grelle qui était à l'université de Louvain. Ah, de Grelle? Oui. Oui, enfin, il a raconté des tas d'histoires de Grelle. De Grelle était un type courageux, mais un peu... il aimait bien se mettre en avant, voyez-vous. Alors il a raconté qu'il avait trafiqué le... Mais il faut bien vous dire que le référendum belge, c'était absolument de la rigolade. On interrogeait 600 étudiants. Bon, 600 étudiants, c'est pas représentatif de toute une population. Et encore une fois, c'était sur... La question portait sur vos maîtres, au sens littéraire du terme. Pas au sens politique. Tout ça, c'était d'une insigne mauvaise foi. Ça a été un prétexte, hein, tout ça. Ça avait été un prétexte. Alors moi, j'ai été travailler à Rome j'étais à Rome plusieurs fois, dans les archives. Et vous savez que les archives romaines sont classées par pape. Par pape d'abord, et par pays ensuite. Alors, pour les archives Pie XI, qui venaient d'être ouvertes, c'était en fin 2006, vous avez 400 fascicules qui concernent les relations du temps de Pie XI entre le Vatican et la France. Eh bien, sur les 400 fascicules, vous avez plus de 200 qui concernent l'Action française. C'est-à-dire que quand même que Pie XI faisait un peu un abcès de succession, c'est le moins que je puis dire.